Bom dia a todos. Bom dia, Monsieur Bernard. É Bonjour. um grande prazer a ABP estar recebendo um dos maiores ícones da psicomotricidade mundial. Bernard, lá nos contextos iniciais de vida dele, profissional, começou como professor de educação física, mas passando a atender crianças do período de guerra, né, percebeu uma série de alterações que não eram somente posturais e corretivas em que se devia fazer essa abordagem. E a partir de estudos e investigações variadas, deu início então à prática psicomotora Ocouturier. Foi a criação da prática psicomotora Ocouturier. Eu vou passar a palavra a quem o representa aqui no Brasil, que é Silvia Carné, dona do Néctar, que vai contextualizar todo esse histórico. Messier, gratidão. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alô, bom, gente, então é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer muito a esse comitê diretor da ABP por essa oportunidade que nós possamos escutar Bernard Couturier, poder apresentar essa metodologia tão bonita e tão eficaz no campo da infância. Bernard pôde, durante mais de 20 anos, formar psicomotricistas no Brasil. Isso foi para nós uma grande honra e um grande aprendizado. Atualmente, Bernard não viaja mais, então sou eu que venho representando essa metodologia. É uma alegria para mim formar os alunos e estar em contato também com os outros psicomotricistas. E acho que é uma grande oportunidade para as pessoas que estão chegando no mundo da psicomotricidade agora, conhecer Bernard, sua história, seu amor pela psicomotricidade e a criação desse método tão bonito. Então, vamos aproveitar esse momento. Bernard, muito obrigada por essa disponibilidade. Eu vou então passar a palavra ao criador da prática psicomotora O Couturier, a nossa PPA. Bernard, atuar. Merci beaucoup, Sylvia. Et merci aussi à la présidente pour ces mots très aimables. Alors, je vais faire une introduction d'abord à la pratique psychomotrice éducative et à la pratique psychomotrice thérapeutique. Et je vais commencer par une enveloppe protectrice de qualité. Au cours de la période prénatale, le bébé vit des interactions biologiques avec la mère à travers le placenta. Et nous savons que ces interactions sont dépendantes de l'état biologique et psychologique de la mère. Dans cette enveloppe, l'enfant futur est parlé par les parents qui projettent leurs désirs inconscients et conscients. Ils le rêvent au-delà de ce qu'il est. Ils le voient dehors tout en étant dedans. Il est leur représentation. À la naissance, cette enveloppe protectrice est assurée par la qualité des soins et par l'attitude attentive et chaleureuse de l'objet maternant. Il lui parle, laisse croire qu'il comprend tout ce qu'il comprend, qu'on comprend tout de lui. Il lui donne l'illusion qu'il est un autre, qu'il est un sujet, et l'intersubjectivité
Il est dans l'intersubjectivité et dans la subjectivité. Maintenant, je vais vous parler des interactions précoces. Lorsque le bébé reçoit des soins ou est alimenté, il vit des transformations réciproques. Le bébé, comme l'objet mère, se transforme l'un et l'autre au niveau tonique, au niveau sensoriel, au niveau émotionnel. Ces transformations réciproques sont à l'origine des décharges d'endorphines du cerveau, l'ocytocine, la dopamine, l'hormone du plaisir, et la sérotonine. Ces interactions sur fond de plaisir sont engrammées comme engrammes d'action du bébé et de l'objet mère. Il s'agit d'un amalgame d'action du bébé et de l'objet maternant. Ces engrammes d'action forment en grande partie la mémoire implicite, une mémoire neurologique, somatique, qui ne sont pas des représentations mentales. C'est du somatique. Jusqu'au 6e, 8e mois, le bébé se constitue une unité du corps. Le bébé l'intériorisera comme ayant un corps, comme ayant une première identité corporelle. Il s'agit d'une étape capitale du développement du bébé et simultanément, il se constitue l'unité du corps de la mère comme objet total où une partie évoque le tout. C'est le problème du symbole. Mais l'unité du corps du bébé ne sera jamais complète à cause des tensions corporelles et du déplaisir qui formeront le manque au corps. Je viendrai plus loin sur ce sujet. Maintenant, je vais parler de l'angoisse de tous les espoirs. L'angoisse, ce sont des tensions du corps qui peuvent atteindre toutes les fonctions corporelles. L'enfant, pour atténuer ces tensions, l'angoisse, chasse le plaisir et puise dans sa mémoire implicite les engrammes de plaisir, c'est-à-dire des actions de plaisir partagées entre l'enfant et l'objet maternel. L'enfant rêve, illusionne, fantasme des actions à partir du somatique, la mémoire implicite, des fantasmes d'action, la dimension psychologique, issue du corps à corps avec l'objet mère, c'est-à-dire des soins, de la nutrition, de la mobilisation du corps dans l'espace, de l'enveloppe corporelle. Dans le fantasme, il y a le plaisir des actions de l'objet mère et le plaisir des actions de l'enfant. Et c'est pour cette raison que le fantasme a une fonction de sécurisation et atténue les douleurs de l'angoisse. Le fantasme est une illusion d'action qui protège l'enfant. Il est la première activité psychique, c'est la première activité inconsciente de l'enfant. Ces fantasmes doivent être contenus par l'objet maternant, car ils sont pulsionnels et envahissants pour être transformables en une dimension symbolique et s'exprimer seulement par la voix non verbale, par l'expressivité motrice et principalement chez l'enfant par le jeu spontané. C'est la fonction contenante et structurante de l'objet mère, une fonction fréquemment oubliée. Ce qui met en évidence dans cette introduction, dans ce court chapitre, dirons-nous, c'est l'aspect positif de l'angoisse qui crée une dynamique de recherche de plaisir. Et à partir du jeu spontané de l'enfant,
nous allons créer la pratique psychomotrice éducative. Maintenant, je peux dire aussi que l'angoisse fonde l'humain. L'angoisse fonde l'humain. Maintenant, je vais parler de l'angoisse de tous les dangers. Si le bébé est insuffisamment protégé des angoisses internes et externes, son environnement maternant, il se sentira, par son environnement maternant, il se sentira menacé dans son intégrité corporelle. Il risque de vivre un état de tension tonique excessive, à l'origine des angoisses archaïques, des angoisses primitives de Winnicott, telles l'angoisse de chute, l'angoisse de morcellement, même l'angoisse de mort. Des angoisses de tous les dangers pour le développement de l'enfant. Ce dysfonctionnement somatopsychique, c'est, c'est un dysfonctionnement somatopsychique. L'intensité des angoisses archaïques limite grandement les fonctions psychiques originaires, les désirs, les rêves, les fantasmes, à cause d'une mémoire implicite quasi vide d'actions de plaisir, mais pleine de déplaisir. Dans ce corps, dans ce cas, le corps ne joue pas son rôle symbolique. C'est le corps réel qui fonctionne. C'est l'agitation motrice, c'est l'instabilité, c'est l'agression en permanence. C'est l'échec alors de l'intégration du somatique, la mémoire implicite, et du psychique, le fantasme. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Alors maintenant, je vais vous parler assez sommairement de la pratique psychomotrice éducative et préventive. La pratique psychomotrice éducative et préventive se fonde sur le jeu spontané de l'enfant. Ce langage spécifique pour parler de lui, de son histoire. Le jeu spontané est par essence une activité psychomotrice, car celle-ci est un amalgame de sensations, de tonicité, de motricité, d'émotionnalité et d'affect de plaisir, et de fantasmes archaïques, fantasmes issus de la relation du corps à corps avec l'objet maternant. Mais pourquoi l'enfant joue-t-il spontanément? Jouer est une période du développement psychologique de l'enfant que nous devons impérativement respecter. Jouer favorise la croissance cérébrale et c'est toujours le moyen pour l'enfant d'exprimer quelque chose de l'enfance. Il s'agit d'une représentation de soi. Jouer est plaisir pour l'enfant. C'est un facteur essentiel de sécurisation face aux angoisses. Le jeu est un processus de réassurance face aux angoisses qui se développent dès la naissance, voire même avant la naissance. À partir des jeux de réassurance, l'enfant développera des jeux d'identification tels que s'identifier à des héros omnipotents, voire des jeux qui mettent en scène les figures parentales. Jouer spontanément ouvre la voie au merveilleux, à l'illusion, pour échapper aux affres de la vie réelle, plus que jamais. À l'âge des apprentissages scolaires, l'enfant a besoin de rêver pour entretenir une vie fantasmatique qui n'appartient qu'à lui et lui donne souplesse, légèreté d'esprit et, et activité créatrice. Jouer rend l'enfant disponible à communiquer,
à coopérer, à apprendre. Le jeu spontané est une aide au développement de l'enfant, mais il doit être encadré, car il perdure toujours comme un jeu pulsionnel issu de fantasmes pulsionnels. Encadré par des objectifs, par un dispositif spatial et temporel, ainsi que par l'attitude de psychomotricien formé à la pratique. La pratique psychomotrice éducative et préventive est un itinéraire de maturation psychologique qui va du plaisir d'agir au plaisir de penser. Maintenant, je vais vous parler des objectifs de la pratique psychomotrice éducative. Le premier objectif, c'est aider au développement des capacités à symboliser. En effet, jouer, c'est toujours symboliser quelque chose de la représentation de soi, de la représentation de l'enfance. C'est toujours quelque chose d'une histoire vécue en relation avec l'objet maternant. Le deuxième objectif, c'est aider au développement des capacités de réassurance. En effet, jouer, c'est vivre le plaisir d'atténuer les angoisses inévitables issues de la relation avec l'objet maternant. Le troisième objectif, c'est aider au développement de la décentration tonico-émotionnelle. En effet, l'acquisition progressive d'un regard, d'une parole sur ses propres émotions permet à l'enfant d'accéder à un regard décentré, inévitable, issu, décentré de sa propre subjectivité et un autre regard sur le monde. C'est cela, se décentrer au niveau tonico-émotionnel. Un autre regard sur le monde. Donc, une ouverture à l'acquisition scolaire. Le dispositif. En effet, un dispositif spatial et temporel que nous avons créé, la salle de pratique psychomotrice, mis à la disposition des enfants, se divise en deux lieux bien distincts. Un premier lieu, celui de l'expressivité motrice, pour le jeu spontané, avec son matériel dur et mou, pour vivre le plaisir des jeux de réassurance profonde et des jeux d'identification. Un deuxième lieu, dans la même salle, celui de l'expressivité plastique, graphique et langagière, avec son matériel spécifique pour construire et dessiner librement, où l'enfant est invité à verbaliser sur ses productions. Au cours de la séance, environ 1 heure, les enfants sont invités à passer du premier lieu dans le deuxième lieu. Ce passage favorise le trajet qui va du corps à la représentation et au langage. Ces deux lieux parcourus par les enfants, c'est-à-dire la structure spatiale, favorisent la maturation psychologique des enfants. Favorise la maturation psychologique des enfants. Ajoutons à ces deux lieux un, et ces deux temps un troisième temps, celui de la réassurance par la voie du langage. Il s'agit de la narration d'une courte histoire, d'un épisode de l'histoire qui stimule de fortes émotions chez l'enfant. La peur d'être abandonné, poursuivi, agressé, histoire à laquelle les enfants apportent spontanément leur processus de réassurance. Il s'agit d'un jeu dramatique de réassurance par le langage qui vient renforcer le processus de réassurance vécu par la voie du plaisir et du jeu spontané. L'ensemble est encadré par un rituel d'entrée au cours duquel il est rappelé la consigne principale
celle de ne pas faire mal, ainsi qu'un rituel de sortie, un rituel sédatif après le dessin et les constructions. Maintenant, l'attitude de l'éducateur, psychomotricien. Cette attitude est déterminante dans l'aide à la maturation psychologique apportée aux enfants. Tout d'abord, c'est une personne bien vivante qui vit le plaisir d'être avec les enfants. Une personne qui accueille, qui accompagne l'expressivité motrice, qui respecte le jeu spontané et qui écoute les émotions de l'enfant grâce à son empathie tonique. Je reviendrai sur l'empathie. L'empathie est la capacité de sortir de soi, de se décentrer vers l'autre. C'est l'expression d'une manière de recevoir l'autre, d'accepter ce qu'il crée et de percevoir les harmoniques émotionnelles d'une expérience toujours unique. Par contre, le psychomotricien éducateur est garant de la symbolique tout au long de la séance. À certains moments, avec certains enfants qui agressent, il sait dire la loi, à la condition qu'il soit clair avec la loi. Le psychomotricien s'implique rarement dans le jeu des enfants, car il reste vigilant par rapport à l'ensemble du groupe avec un regard périphérique. Voilà ce que je voulais dire sur la pratique psychomotrice, je dirais, éducative et préventive. Pourquoi elle est préventive? Parce qu'elle prévient l'angoisse, parce qu'elle est un support contre l'angoisse. Voilà. C'est pour ça qu'elle est aussi préventive. Maintenant, je vais vous parler de la thérapie somatopsychique. J'ai parlé de la pratique, j'ai introduit le chapitre, j'ai parlé de la pratique éducative et je parle de la pratique thérapeutique. Je vais vous parler de l'échec des transformations réciproques. Il arrive que certains enfants n'aient pas éprouvé le plaisir des transformations réciproques à cause d'attitudes répétitives, inadéquates et contradictoires de l'objet maternant. C'est l'échec des interactions précoces. En effet, si l'objet maternant n'est pas suffisamment transformable, les affects de plaisir sont très limités, faisant place à un excès de tension tonique et sensorielle douloureuse, ainsi qu'au déplaisir et à la douleur et aux angoisses archaïques intenses. Ainsi, toute perturbation à la période du développement de l'enfant, où celui-ci est encore indifférencié et où s'ébauche son individuation vers 6 mois, risque de retentir sur le développement global de l'enfant. Instrumental, affectif, cognitif, voire même intellectuel, et avoir des conséquences futures graves. L'échec du plaisir risque d'être catastrophique pour le devenir de certains enfants. Ces enfants atypiques ont besoin d'une aide précoce. C'est le cas des enfants qui ont vécu dès la naissance et avant même de naître une carence d'interaction précoce à cause d'angoisses archaïques dues à un entourage absent, brutal, rejetant, voire intrusif. Ce sont les perturbations du corps en relation avec l'objet maternant, les carences des interactions précoces qui constituent
le dénominateur commun de tous les blocages du développement de l'enfant. Je répète cela. C'est fondamental. Pour moi, c'est fondamental. Ce sont les perturbations au niveau du corps en relation avec l'objet maternant, les carences des interactions précoces qui constituent le dénominateur commun de tous les blocages du développement de l'enfant. Maintenant, je vais vous parler des somatisations. Les tensions excessives douloureuses du corps, de la tonicité, de la sensorialité, sont des zones de déplaisir, forment un manque au corps, car ces zones excessives ne s'intégreront jamais dans l'unité du corps, à moins qu'un traitement spécifique soit prodigué. Il s'agit d'un vide en opposition au, au plein du corps, structuré à partir des zones de plaisir. Ce manque au corps, formé par les zones de déplaisir souffrantes, sont à l'origine de l'angoisse de perte du corps, qui engendre un mal-être existentiel diffus, une dépression, même chez l'enfant. Un mal-être profond d'être est une expression symptomatique de l'angoisse de perte du corps. Cette angoisse de perte du corps déstabilise certains organes de la vie végétative et relationnelle, sont, sont à l'origine des somatisations et resteront sensibles aux agressions, les maladies par exemple. Les somatisations se confondent fréquemment avec les symptômes. Les somatisations sont des réactions de défense inconscientes de l'angoisse de perte. Elles se manifestent par des accélérations ou des inhibitions des différentes fonctions corporelles, quelquefois même douloureuses, sans raison apparente immédiate. Or, les somatisations ont pour fonction de réactualiser l'histoire douloureuse du corps. Elles sont des représentations de l'histoire souffrante du corps. Les somatisations seraient la voie de résolution des tensions corporelles excessives, les angoisses internes, intenses, malheureusement, souvent au prix de lésions organiques graves. Ainsi comprenons-nous, certains troubles des fonctions corporelles seraient des somatisations, des fonctions végétatives. Les troubles digestifs, tels que la régurgitation, les vomissements chez l'enfant, les douleurs intestinales, les troubles respiratoires, tels que l'asthme, les troubles de l'élimination comme l'incontinence, des fonctions sensorielles, seraient aussi des somatisations. La surdité, les troubles visuels, les irritations cutanées, l'absence de sensations kinesthésiques seraient des somatisations. Les fonctions motrices, l'hypertonicité, l'hypotonicité, les troubles d'équilibration, de la coordination segmentaire qui n'ont pas d'origine organique et qui restreignent momentanément ou durablement l'adaptation praxique et relationnelle au monde extérieur. Ainsi, le psychomotricien, lorsque le psychomotricien vit avec l'enfant, des résonances tonico-émotionnelles réciproques, je vais en parler plus tard,
euh, et qu'il établit avec l'enfant une relation affective empathique, il agit sur les somatisations, voire les atténue, dues au manque au corps. Nous considérons les somatisations comme la voie des conflits psychologiques, mais bel et bien comme l'expression de l'histoire troublée du corps par la voix du corps. Le trouble psychomoteur en tant que tel n'existe pas. Ce sont des troubles somatopsychiques, pas d'altération psychomotrice, mais une altération somatopsychique. Nous retenons seulement la dimension somatopsychique qui doit être prise en compte. La dimension psychomotrice existe-t-elle? Or, c'est bien par la voie somatique que le psychomotricien intervient sur la psyché. C'est bien par la voie somatique que le psychomotricien intervient sur la psyché et essaie de transformer, je dirais, les représentations mentales. Voilà ce que je voulais dire sur les somatisations. Maintenant, je vais vous parler des résonances tonico-émotionnelles réciproques empathiques du psychomotricien, qui va me permettre d'approcher la thérapie. Le problème pour le psychomotricien thérapeute est de dégager l'essence de son système d'attitude, tout le concept de résonance tonico-émotionnelle réciproque issu des travaux de Carl Rogers. Carl Rogers a montré clairement qu'à partir du moment où il a adopté une attitude de compréhension, je vais m'en expliquer après, le problème du transfert a été pratiquement évacué du champ thérapeutique. Cette attitude de compréhension suppose une écoute vigilante de l'enfant, une attention au moindre indice de la plus minime variation tonico-émotionnelle. Si nous répondons de manière satisfaisante à l'enfant, celui-ci par sa réponse et surtout par sa non-réponse nous l'exprimera clairement. L'attitude d'écoute suppose une empathie tonico-émotionnelle qui demande un ajustement très profond de la part du psychomotricien de l'enfant. Ce concept vient de la thérapie non directive de Carl Rogers. Car l'empathie, je me répète encore, est la capacité à sortir de soi, de se décentrer vers l'autre. Ce n'est pas une attitude intellectualiste que l'on prend à volonté. L'empathie, c'est une manière de recevoir l'autre, d'accepter ce qu'il agit et surtout de percevoir et de partager les harmoniques émotionnelles tout en étant l'expression d'une expérience toujours unique qui a une valeur en soi en tant qu'itinéraire de la personne. Un concept basique de l'aide à l'enfant. L'empathie pour le psychomotricien n'est pas la sympathie qui appartient à la relation mère-enfant, où leur vécu interfère. La sympathie ne permet pas la distance, ne permet pas la thérapie. L'empathie suppose une positivité fondamentale qui permettra à l'enfant de se situer dans une dynamique de communication grâce à l'atmosphère sécurisante d'écoute émotionnelle que lui offre le thérapeute, qui le suit dans son itinéraire, qui le comprend en renvoyant en miroir
l'écho de son émotionnalité. C'est cela qui permet à l'enfant de se réintroduire dans une dynamique d'évolution et qui lui permet de se trouver lui-même et de rencontrer l'autre et les autres. Rogers met l'accent sur deux principes théoriques fondamentaux. Accepter l'autre en difficulté tel qu'il est et non tel que je voudrais qu'il soit. Il est le résultat une histoire exprimée par le biais de son expressivité motrice et de ses émotions. C'est une histoire plus ou moins douloureuse qu'il nous raconte en thérapie. Nous avons à la comprendre et non à la juger. Ce n'est que dans une ambiance de sécurité, grâce à l'écoute empathique, que l'autre peut entrer dans une dynamique d'évolution, ce qui demande une formation importante sur le plan émotionnel pour se situer par rapport au vécu de l'enfant et de ne pas se laisser envahir par ses propres émotions. Les résonances tonico-émotionnelles doivent vivre car elles sont indispensables à l'émergence de l'histoire profonde de l'enfant, enracinée dans le corps. En effet, elle dynamise les fonctions archaïques, elle dynamise les fonctions archaïques de l'enfant. Elle dynamise aussi celles du psychomotricien. Ce dernier doit se laisser aller à son propre fonctionnement imaginaire corporel afin que surgissent chez l'enfant ces fantasmes d'action originaires à minima qui n'avaient pas encore trouvé de lieu d'expression, fantasmes de dévoration, fantasmes de destruction, fantasmes de fusionnalité, fantasmes d'omnipotence à cause de tensions excessives, douloureuses, dues à l'angoisse. Je vais faire deux remarques. Retenons que c'est le plaisir qui permet l'intégration du soma et du psychique. D'une part, les résonances tonico-émotionnelles réciproques, empathiques, vécues avec le psychomotricien et l'enfant, sont une symbolique des interactions précoces vécues entre le bébé et l'objet maternant. C'est une symbolique. Et de ce fait, les résonances tonico-émotionnelles atténuent les tensions corporelles douloureuses, donc l'angoisse, grâce aux transformations corporelles. Grâce aux transformations toniques et sensorielles qui libèrent le plaisir dû aux endorphines du cerveau et particulièrement à la dopamine. C'est parce qu'il y a diminution des tensions dues aux résonances tonico-émotionnelles que l'enfant atténue ses tensions du corps, donc atténue l'angoisse. Et libère alors le plaisir dû aux endorphines du cerveau et particulièrement la dopamine. Je mentionne la fonction maternante du psychomotricien grâce aux résonances tonico-émotionnelles vécues avec l'enfant en souffrance somatique.
Les résonances tonico-émotionnelles réciproques dynamisent le fonctionnement archaïque du cerveau, comme les interactions entre le bébé et l'objet mère. Donc libèrent le plaisir des sensations primitives, liées au contact, aux portées, aux enveloppements, au mouvement du corps dans l'espace, à l'enveloppe corporelle, que l'enfant mettra, que l'enfant, même le plus gravement handicapé, va tenter de mettre en œuvre ou mettre en œuvre et répéter inlassablement. Ainsi l'enfant, je donne des exemples, ainsi l'enfant se balance, s'enveloppe dans les tissus, apprécie d'être touché, pressé, massé, de préférence sur la partie postérieure du dos, puisse être bercé, vivre son poids tiré dans un tissu, glisser, rouler, sauter en profondeur, vivre la chute, tourner, grimper, être regardé, se cacher dans la miroir, dans le noir, apparaître dans la clarté, se blottir contre le psychomotricien, se détendre, respirer calmement, détruire, construire, manipuler la terre, poursuivre, s'identifier à l'agresseur, attaquer, combattre, manipuler la terre, la pâte à modeler, frapper, rythmer, crier. Toutes ces actions sont d'ailleurs les objectifs thérapeutiques du psychomotricien partagé avec l'enfant qui émergent des résonances tonico-émotionnelles réciproques. Ainsi, vous permettez à l'enfant de construire son unité corporelle, si déficient, donc de lui assurer la constitution du lien somatopsychique et de l'ouvrir une dimension symbolique. Alors, nous sommes maintenant au cœur de la thérapie somatopsychique, au cœur de la thérapie somatopsychique. J'utilise maintenant rarement le concept de psychomotricité ou de psychomotricien. J'utilise le concept de somatopsychique parce que c'est bien à partir du somatique que le psychomotricien, je l'utilise encore parce qu'il est mondialement connu, que le psychomotricien, donc, peut passer, je dirais, au psychique. C'est pas le plaisir que l'enfant vit avec l'enfant dans des résonances tonico-émotionnelles réciproques que l'enfant fait le lien entre le somatique et le psychique, entre la mémoire implicite et les fantasmes. Alors maintenant, le cœur de la thérapie somatopsychique. La thérapie somatopsychique est une pratique par excellence qui réunit le somatique et la psyché. À partir de ce principe que le psychomotricien thérapeute se réfère fondamentalement à la période originaire du développement de l'enfant, en relation avec l'objet maternel, c'est-à-dire la période préverbale où se construit l'unité du corps, qui est construite à partir de 6-8 mois.
Il s'agit de rencontrer, pour le psychomotricien thérapeute, l'enfant à un stade archaïque, mobilisant tous les processus émotionnels antérieurs à la constitution du langage. La relation somatopsychique thérapeutique fait référence aux échanges corporels, aux interactions précoces répétitives, aux processus de transformation réciproque, qui sont les racines, les points d'ancrage du développement de l'enfant. Il s'agit de constituer chez l'enfant un échafaudage psychique, émotionnel, postural et verbal à partir du somatique. Autrement dit, la pratique somatopsychique thérapeutique considère la période originaire du développement de l'enfant. Ce sont les premiers échanges, les premières transformations corporelles de l'enfant avec l'objet maternant, à partir desquelles s'escafouge le psychisme de l'enfant. En thérapie somatopsychique, il sera donc nécessaire de faciliter la constitution de l'échafaudage des fonctions psychiques à partir des échanges corporels et tonico-émotionnels, afin d'aider l'enfant à intégrer le champ symbolique. Il y a plusieurs années, j'utilisais la stratégie du détour, c'est-à-dire le passage par l'origine. C'est ce que j'appelais la stratégie du détour. Le passage par l'origine pour, je dirais, euh, intervenir sur l'enfant en grande difficulté. Aujourd'hui, je n'utilise plus ce terme, j'utilise le terme somatopsychique qui fait vraiment référence à, je dirais, l'aspect corporel en relation avec les fantasmes. Voilà. Alors maintenant, on pourrait parler de la formation. À partir de ce que je viens de dire, ce qui est fondamental, c'est la dimension émotionnelle du futur psychomotricien. Ce n'est pas d'apprendre, c'est de vivre des émotions à partir des jeux primaires de l'enfant. C'est cela qu'il faut mettre en évidence. Et ensuite, d'aider l'enfant, d'aider le psychomotricien à se mettre à distance de ses émotions. C'est-à-dire, nous formons des trinômes. Et dans ces trinômes, nous demandons aux personnes d'écrire sur leurs émotions, puis de les partager dans le trinôme, puis ensuite de les écrire, puis ensuite de les parler dans le trinôme. Même de passer son discours que nous avons écrit sur les sensations et sur les émotions à une autre personne et d'entendre une autre personne parler, parler de ses émotions, de ses propres émotions. Et cela favorise la décentration tonico-émotionnelle. Cela favorise les résonances tonico-émotionnelles. Cela favorise l'empathie tonico-émotionnelle. Il faut prendre progressivement du temps pour éloigner l'émotion, sans l'éloigner totalement, mais sans
passer par la sympathie. Évidemment, il y a une aide, une formation personnelle, il y a une formation théorique à partir du vécu des enfants que l'on- dont on analyse la situation. Et puis, il y a évidemment une approche théorique, hein, qui est indispensable. Indispensable. Voilà. J'ai donné le canevas au début de mon discours. Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez réussi à suivre? Oui? Perfeito. Silvia, eu queria que você traduzisse uma frase curta, né? Mas assim, que a BP realmente hoje recebeu um enorme presente, um brinde enorme, né? A disponibilidade e o acolhimento do Bernard em nos oferecer esse tempo todo, né, com todos esses conhecimentos e a apresentação de uma forma assim brilhante da PPA e de tantos conceitos que estão imbricados na própria metodologia, nós só podemos assim agradecer. Isso se torna um documento de extrema importância, não só para a ABP, a Associação Brasileira de Psicomotricidade, mas para todos os psicomotricistas brasileiros e, quiçá, do mundo também, porque essa gravação vai ficar aberta ao público, então será replicada para muitas pessoas. Bernard, assim, um enorme carinho de toda essa diretoria, com Merci beaucoup. certeza. É, a Suzana já teve a oportunidade de te conhecer pessoalmente, né, Suzana? Então, eu tive a oportunidade de, em 1993, quando ele foi ao IBMR, Silvia, mas foi Talvez assim, foi só um passar perto de você e uma foto. Mas que prazer enorme de vê-lo Merci falar à vous toutes. Merci à Sylvia, hein, e que et je suis très heureux de vous avoir rencontré. essa casa é sua, aberta sempre, a Merci à qualquer vous. momento, para Merci à vous. você já falar. Eh bien, merci à vous toutes. Merci encore. À bientôt.